Alors, ce que je veux dire est extrêmement égoïste, mais moi, je suis plus important que le bien-être de l'autre. En fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, je suis avec ma vie parce que Parce qu'elle contribue à ton bien-être et pas parce que tu dois le sacrifier pour... Exactement. Je suis pas dans un truc où je suis là parce qu'elle a besoin de moi ou quoi. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, on est Mavic. Et Frédéric. Divorcé, Ouais. amoureux, Heureux. parent de 5 enfants, Et Chiena. expatrié, non pas dit, et chez là, non, on n'a pas dit ça, non. Parent de 5 enfants, Et d'un chien. expatrié Associé collègue. et partenaire en affaires, On partage en toute transparence notre expérience du couple. vie de couple, Tabou de couple. question de couple, Problème de couple. pour vous aider à être plus épanoui dans votre couple. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Avec ses parents, Mavic Bright, je suis mindset coach. Frédéric, le mari de Mavic Bright. C'est seulement accessoire parce qu'il est tellement plus que ça. Non, le mari de Mavic Bright. Ça, c'est pas facile. Tu arrêtes. C'est pas facile, hein. C'est bien plus facile que vous l'imaginez. C'est quoi ta première question, ma puce? comment vous définiriez le grand amour, celui qui vous permet de rester dans une relation à long terme? Tu commences, Julie? Non, on commence, Mavic Bright. Bon, alors, moi je pense que les concepts du genre le grand amour sont des concepts qui nous emprisonnent et sont plutôt de nature à ralentir ou minimiser notre niveau d'engagement dans une relation. Je pense qu'on sait que c'était le grand amour a posteriori. On sait sur le lit de mort ou au moment d'une séparation que c'était le grand amour. Je crois qu'il y a plein de certitudes qu'on acquiert a posteriori. Moi, ce que je serais plutôt tentée de dire, c'est qu'il faut qu'on se pose des questions en amont avant de s'engager dans une relation et qu'on se demande en l'état actuel de mon identité, en l'état actuel de ce que je veux, de mes désirs, de mes ambitions, et en l'état actuel de ce que je suis prêt à donner, à engager dans cette relation. Est-ce que cette personne est de nature à faire un bout de chemin satisfaisant avec moi? Ah, mais ça, c'est une grande réponse, ça. Moi, je crois dans la synergie. Je m'explique. En fait, je pense qu'avant de trouver la bonne personne, il faut être bien tout seul. Si on n'est pas bien tout seul, on ne va jamais trouver. Par contre, une fois qu'on est bien tout seul, il faut regarder avec quelle personne 1 plus 1 égale 3. Et en fait, avec cette personne, on fait un bout de chemin, on continue. Et puis, ça veut dire que finalement, comme on est resté tout le temps ensemble, c'est le grand amour. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la même chose, c'est a posteriori. C'est la même chose, mais de la manière dont son cerveau pratique fonctionne. Voilà. Ouais, de dingue! De dingue! Donc, Et aussi comme un regardeur de Dragon Ball Z, cette histoire de synergie là, il y a un petit côté Dragon Ball Z. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Il y a surtout un petit côté zoukeuse. Zoukeuse? Mais oui. Un petit côté zoukeuse. Mais c'est que dans les choses, c'est que dans les chansons de Zouk qu'on te dit que tu fusionnes avec la personne. Ah non, je fusionne pas. La synergie, c'est pas la fusion. La synergie, c'est quoi? On va pas définir ça là parce que si c'est pas bon, les gens vont nous envoyer plein de trucs. Les deux courants s'accordent, mais restent deux courants différents. Mais les deux. Tu vois, moi, je voulais pas définir tout ça. Bon, 1 plus 1 Question égale 3, suivante. c'est bon. Donc 1 plus 1, nous faisons 3. En fait, non, nous faisons Plus 1 égale 6 quand même. Hein. C'est ça, 1 plus 1 égale 7 même. Oui. 1 plus 1 égale 7 pour nous. Ah ouais? Ouais, d'accord. Alors, maman, dans J'ai tout raté, c'est pour ça que je réussis, tu mentionnes le fait d'avoir dû redessiner l'image du prince charmant. Ça veut dire que tu as dû quitter une relation. Comment, à quel moment on sait qu'il faut partir? Pourquoi maman? Pourquoi? Ah non. Tu étais... Question, c'est pas Maman était le sujet qui introduisait la question, mais elle vous concerne tous les deux. À quel moment on sait qu'on doit partir? Je crois, pour moi, alors je ne sais pas quand on doit partir, je sais quand je pense que je dois partir. Pour moi, il faut les trois. Quand je n'aime plus, quand je ne grandis plus, quand je n'ai plus envie de m'engager, quand j'ai plus envie d'essayer, parce que je crois qu'on croit à tort que
aimer est un verbe d'état, aimer est un verbe d'action, aimer demande de l'engagement. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on n'a plus envie de donner, d'apporter dans la relation, c'est un des paramètres qui me fait dire que c'est le moment de partir. La deuxième chose, c'est quand on n'aime plus. Aimer, c'est la perspective du bonheur avec l'autre. En gros, on mystifie beaucoup l'amour, mais ce serait ça selon les recherches en psychologie. Donc, à partir du moment où il n'y a plus cette conviction de la possibilité d'être plus heureux avec l'autre que seul. Et le troisième paramètre, c'est à partir du moment où on ne grandit plus. Je crois que dans une relation de couple satisfaisante pour moi, je grandis et le 3 grandit. Le couple grandit, on grandit. Et la croissance peut prendre des formes différentes. À partir du moment où il n'y a plus ça, pour moi, c'est le moment de partir. Je dois répondre à celle-là aussi? Oui, parce qu'après, il faut que je réagisse. Ah ouais, d'accord. Je pense, enfin ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, beaucoup de gens, on reste parce que certaines fois on a peur d'être tout seul. Donc en fait, on reste, même si on sait que c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne chose, mais on reste. Moi je pars du principe qu'à partir du moment où je suis plus sûr que c'est la bonne personne et que j'ai plus envie, il faut pas rester. Donc le moment où tu décides de partir, c'est le moment où la personne avec laquelle tu vis, eh ben, ça te donne plus... En fait, c'est au moment où tu te dis je serais peut-être mieux tout seul. Donc en fait, quand tu te dis je serais peut-être mieux tout seul, il faut être tout seul en fait. Et tant que tu te dis pas faut être mieux tout seul et que en fait, le fait d'être avec cette personne, ça te convient et que tu continues à te dire que la vie est meilleure avec cette personne que tout seul, il faut rester. D'accord. Simplement pour clarifier ta réponse à l'audience, tu as dit qu'il te fallait les trois paramètres. Mais en fait, dans ton explication après, ce que tu dis, c'est qu'il suffit qu'un seul des paramètres sorte de l'équation pour que ça soit le moment de. Parce que tu peux toujours aimer, mais ne plus avoir envie, ne plus aimer, mais toujours avoir envie, c'est un peu compliqué. Mais un seul des paramètres qui saute et on est dans une situation où on pense à partir. Mais dans les faits, les 3 étant consubstantiels, à partir du moment où il y en a un, il y a de fortes chances pour que les 2 autres soient là. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pourriez me parler de la place et de l'importance des conflits dans une relation? Donc, il n'y a pas de conflit à partir du moment où elle reconnaît que c'est moi qui ai raison. Donc ça simplifie la discussion. Non, plus sérieusement, je pense que les conflits font partie du couple. Et je pense que les conflits font partie de la relation. En fait, que ce soit d'un point de vue personnel, familial, professionnel, enfin, il n'y a pas de conflit quand un des deux s'écrase et est prêt à tout accepter. À partir du moment où on n'est pas d'accord et que chacun essaie de défendre ses positions, il y a des points de désaccord. Ensuite, on les règle parce que de toute façon, comme on n'a pas l'intention de se séparer ou de vivre l'un sans l'autre, il faut bien arriver à les régler et à trouver des points d'entente pour avancer et essayer de ne pas avoir à chaque fois les mêmes conflits. Donc en fait, quand on a un problème, il faut le régler de manière à ce que ce même problème ne revienne pas et on en aura certainement d'autres. Donc pour moi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Alors moi, je voudrais répondre en 2 temps. La première partie de ma réponse concerne les conflits à proprement parler et la deuxième partie de ma réponse concerne la sortie de conflit. Donc, le conflit est normal, voire salutaire. Le conflit rappelle à chacun dans le couple, rappelle à chacun que nous sommes 2 individus différents et que nous avons le droit d'être 2 individus différents. Tout à l'heure, Kimane disait, quand on a répondu tous les 2 sur ce qu'est le grand amour, elle disait, votre réponse est pareille, mais formulée de la façon dont le cerveau de chacun fonctionne. Ce qui veut dire que on peut avoir la même opinion sur un sujet, mais dans la mesure où la façon dont notre cerveau, dont nos cerveaux respectifs nous y mènent est différente, alors il peut y avoir un conflit, un désaccord, une friction. Je pense que c'est normal. Je pense que aujourd'hui, tellement de choses le montrent.
d'une crise bien gérée naît la croissance, naît la propulsion. Donc, je n'idéalise pas du tout les relations sans conflit, sans désaccord. Le conflit est normal, voire salutaire, et le conflit fait partie de la condition humaine. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est qu'on ne cristallise pas sur le conflit. Et pour ne pas cristalliser, ce que Frédéric disait est extrêmement important. Lorsqu'on a un conflit, pour moi, il est important de le régler et de ne pas laisser les choses s'empiler sous prétexte qu'on ne veut pas être en désaccord, qu'on ne veut pas déplaire, qu'on ne veut pas se disputer. Je suis assez d'accord avec Frédéric. À partir du moment où on a l'intention de rester ensemble, à partir du moment où on croit fermement qu'ensemble on est mieux, on est meilleur, il est important de régler le conflit. Et pour régler un conflit, pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'identifier le déclencheur qui n'est bien souvent pas la cause. Nous ne sommes pas d'accord pour telle chose, nous nous crispons pour telle raison, mais quels sont les sentiments, les émotions, les pensées qui conduisent à cette émotion, à ce comportement. Donc voilà, mon point de vue, ai-je répondu à ta question? Oui. Et non, moi je voudrais quand même ajouter un truc. Pour moi, à force de vivre ensemble, il y a des sujets sur lesquels on ne perd pas de temps à se chamailler en fait. Il y a des sujets sur lesquels on considère que c'est celui-là qui a la meilleure expertise, donc à ce moment-là on suit. Et puis de l'autre côté, pareil. Donc ça évite de perdre du temps à être en conflit pour un truc parce qu'on veut absolument avoir raison, parce que d'un point de vue égo, ça aurait été mieux d'avoir raison. Et donc voilà. Donc, ça aussi, c'est de l'expérience, si on grandit. Et puis il y a des sujets qui ne sont pas des vrais sujets. Le temps passé détermine le nombre de compromis considérant les points forts de l'un et l'autre. Ce ne sont pas des compromis. En fait, un compromis, c'est pas bien, mais on fait quand même parce que voilà. À mon avis, le compromis, ce serait plutôt tu sais dans la faveur de la personne dont tu penses qu'elle gérera la situation un peu mieux que toi. Non, en fait, tu as assez raison si c'est ça le compromis, mais en fait, tu cèdes pas. En fait, tu cèdes pas, en fait. C'est normal que ce soit elle qui décide sur cette situation et puis tu ne veux pas décider, en fait. Moi, à partir du moment où je considère que c'est un sujet sur lequel ça ne m'intéresse pas en fait de décider, ou en tout cas, je ne suis pas moi le plus performant pour décider, je ne perds pas de temps à me battre pour décider, quoi. Et ça fonctionne. Par contre, si ça ne peut fonctionner que si à l'inverse, quand je considère que sur ce sujet-là, c'est moi le meilleur, que là, il n'y a pas de discussion non plus. Parce que si c'est toujours dans un seul sens, et moi, je pense, c'est là où je parlais de l'expérience, c'est qu'on a pris l'habitude de régler certains trucs, et puis donc, il y a des trucs sur lesquels on ne discute même pas, quoi. Mais moi, j'ai une question. En fait, dans ce que tu dis, tu parles de l'expérience. Tu dis, avec l'expérience, il y a des sujets dont on sait que l'un ou l'autre a le leadership. Et qu'il ne faut pas par ego perdre de temps à se disputer. Est-ce que ça veut dire que l'un des garants de la longévité du couple, ce serait l'humilité? Et dans ce cas-là, où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on quitte l'humilité pour basculer dans l'écrasement? Parce que je suis assez d'accord. Moi, je pense que être humble et ne pas avoir notre ego en travers de notre route quand on avance permet d'aller plus loin ensemble. Mais pour ceux qui nous regardent, où est la limite? Où est la limite entre l'humilité et l'écrasement? Oui. Si j'ai bien compris ce que papa disait, la limite entre l'humilité et l'écrasement, c'est la réciprocité de l'humilité. Excellent. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, qui maintenant c'est vraiment raison. C'est-à-dire que pourquoi, moi je pense qu'au début c'est normal qu'il y ait, mais je ne vais pas dire que oui ce sont des conflits, mais ce sont aussi des ajustements en fait. On apprend à se connaître, on apprend à se découvrir, on n'est pas mécaniquement vivre avec quelqu'un, sachant les habitudes précédentes. Donc il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, il ne faut pas faire, on n'a pas envie, et puis au fur et à mesure où on avance, on se rend quand même compte que ça, c'est pas un vrai sujet, on laisse tomber. Celui-là, par contre, c'est un vrai sujet. Et puis, au fur et à mesure, enfin, plus les années avancent, plus il y a des sujets qu'on a déjà expérimentés et sur lesquels on ne perd pas de temps. Et il y aura à chaque fois des nouveaux sujets. Et donc, sur les nouveaux sujets, on va réajuster, on va voir. Mais je pense que le début peut être plus tendu
Sachant qu'il ne faut pas que le début soit trop tendu quand même, parce qu'au début, on est censé avoir tous les deux présenté notre meilleur visage. Donc, si au début, c'est déjà tendu, il faut arrêter tout de suite, en fait. Mais si par contre, au début, s'il y a des petites frictions, des petits désaccords, et bien après, avec le temps, donc voilà. Donc, et ouais, l'humilité, parce que il y a des, on prend, enfin, ouais, moi je pense qu'on grandit aussi, on mûrit. Moi je pense qu'il y a des sujets qu'on prenait il y a quelques années et qui emmenaient des conflits ou des discussions et que maintenant on ne prend plus parce qu'on n'a pas envie, on n'a plus envie. D'accord. Donc pour donner un exemple à ceux qui nous regardent, quand ma famille en rit toujours, quand mes parents ont emménagé ensemble, mon papa avait l'habitude de déplacer tous les bibelots qui étaient sur le sol ou partout. Il avait l'habitude de les déplacer, de les mettre en hauteur pour que ça soit plus facile pour la femme de ménage de nettoyer. Quand ils se sont rencontrés, ma maman a dit non, pour moi ça ne fonctionne pas comme ça. Mes bibelots, ma maison doit rester belle même quand il y a des gens. Alors il faut que les bibelots restent là. Mais rappelle-toi, il y avait aussi le nombre de bibelots. Et avec le temps, maman est devenue éventuellement celle qui s'occupe du design intérieur de la maison, ce qui fait que la légitimité de décider si les bibelots restent en haut ou en bas lui est revenue. Donc voilà, ma prochaine question pour vous est un peu longue, mais vous allez devoir synthétiser un peu parce qu'on a un temps limité à l'écran. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans la balance, quel poids font le couple et les personnes autour, qu'elles soient là dans votre vie depuis plus longtemps ou pas? Si vos proches n'approuvent pas la relation, quelle importance ça a? Mais ça, c'est pas une question pour nous, c'est une question pour ta vie future. Tu es en train de nous demander quelle importance ça aura qu'on n'approuve pas ta relation, c'est ça? Non, vous avez eu des parents, vous avez... Comment se fait? Moi, je m'en fous. Et non seulement je m'en fous, je m'en suis toujours foutu. Je veux dire, moi, je fais ce que je veux, quoi, en fait. À partir du moment où j'ai décidé de faire quelque chose, les autres ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Moi, je pense que c'est pas aux autres à décider, c'est pas aux autres à donner des opinions, etc. Alors, tu faisais allusion au Mbete Kiman, mais bon, c'est pas pareil quand tu es adolescent ou autre, tes parents essaient de t'éviter de faire certaines erreurs, mais après, si tu fais jamais d'erreurs, tu vas jamais apprendre non plus. Mais c'est le rôle des parents de faire. Maintenant, moi, je considère que, en tout cas, au moment où on s'est connus et qu'on a commencé à être ensemble, moi, j'étais plus adolescent, donc je considérais que je faisais ce que je voulais et j'avais pas de compte 40 sur les avis des gens autour, donc... Alors, pour que vous sachiez à quel point Frédéric pense vraiment ce qu'il dit, je ne sais pas si vous avez vu, parfois quand je me déplace, il y a une toute petite tête au fond. Ma belle-mère est là, il vient de l'entendre dire ça. Donc, il pense vraiment ce qu'il dit. Enfin, il n'est pas en train de faire le kéké loin de sa maman, quoi. Surtout que la phrase préférée de mon papa depuis que je suis petite et la phrase préférée de son papa depuis que je suis petite, c'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Bon, alors, je suis d'accord avec Frédéric. Je pense qu'à l'instant T, nous savons ce qui est bon pour nous et que ce qui est bon pour nous à l'instant T peut sembler ne pas être bon pour nous à l'extérieur. Les autres à l'extérieur peuvent ne pas avoir l'intégralité des données sur lesquelles on se base pour prendre notre décision. Et ensuite, pour revenir à ce que Kiman disait au début, il y a un moment où, pour moi, on sent qu'on veut s'engager dans une relation durable. Et aimer, comme n'importe lequel de nos engagements, aimer demande des prises de position. Donc, j'entends ce qu'autrui pense, mais en aucun cas, ça ne fait partie des éléments qui président à ma prise de décision. De la même façon que, au moment d'une rupture, par exemple, j'entends ce que les autres disent, mais en aucun cas, ça ne peut présider à ma prise de décision. D'accord. Donc, l'opinion des proches gravite autour du processus décisionnel, mais ne rentre jamais dedans. Non, tu as entièrement raison. Comme on dit, s'hypothèse toujours en forme. Donc, papa, c'est son truc, ça. Tous les jours, c'est s'hypothèse toujours en forme. Tu as toujours une bonne opinion, donc on s'en moque de ton opinion. Viens sur le terrain, et puis quand tu seras sur le terrain, tu vas te... Ton propre terrain. Ouais.
Mais surtout, les comptes, ça se fait à l'arrivée. Il y a pléthore de relations qui, si on les avait regardées, qui, quand on les regardait de l'extérieur au début, n'étaient pas faites pour durer, n'étaient pas faites pour fonctionner. Comment on sait que ça va durer, que ça va fonctionner? Généralement, sauf grand drame, mais on se base sur des critères sociétaux pour se dire telle et telle case ne sont pas cochées, alors ça ne fonctionnera pas. Mais les comptes, ça se fait à l'arrivée. L'histoire est pavée de couples qui n'étaient pas censés fonctionner, qui étaient condamnés au début et qui ont prospéré, qui se sont aimés passionnément, tendrement, tour à tour, jusqu'à la mort. Donc ouais, j'entends les avis. D'accord, bon, il nous reste 3 minutes à l'écran, la famille. Donc, je pense qu'on a le temps, simplement pour la dernière toute petite question. Avec ta maman, c'est pas faire court. Hein. Si je sais faire court avec ta maman, donc, la dernière question, elle est courte, mais elle est inconfortable. S'il y avait une erreur que vous ne devriez pas refaire en termes de relation, c'est laquelle que vous ne referiez pas, que vous devriez dire à votre audience? Choisissez chacun une erreur que vous avez faite et... Une erreur quoi, dans la relation? C'est dans la relation moi ou de l'histoire des relations? Ok. Relation que vous ne referiez pas. D'accord. Moi, c'est avoir une vision sacrificielle de l'amour. À partir du moment, plus jamais je ne ferai ça. Croire que je peux sauver l'autre. C'est plus jamais dans ma vie. Je vais pas sauver, mec. Non. On fait pas les gens changer et une personne ou croire que avec de l'amour, la personne se convertira à ma vision de l'amour. C'est fini. Si aimer requiert un sacrifice quotidien, c'est fini, je fais pas. D'accord, papa. Ben, je sais pas, moi, ta question est très dure. Hein. Je sais pas. Très bonne question. Ouais, moi j'aurais dit comme toi. Hein. Je sais pas. Franchement, là, il faut donner aux gens des questions avant pour qu'on ait le temps de se préparer. Et 1 hour later. Ouais, en fait, toujours. Alors, ce que je veux dire est extrêmement égoïste, mais moi, je me mets toujours. Je suis plus important que le bien-être de l'autre. En fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, je suis avec ma vie parce qu'elle contribue à ton bien-être et pas parce que tu dois le sacrifier pour... Exactement. Parce que, continuer. voilà, je ne suis pas dans un truc où je suis là parce qu'elle a besoin de moi ou quoi. En fait, je suis là parce que j'ai besoin d'elle et que je suis content d'être avec elle et je suis content de me lever tous les matins avec elle. Le jour où je serai plus content, je ne vais pas rester. Alors, je vais peut-être rester 15 jours parce qu'il y a des enfants, mais une fois qu'on aura passé les 15 jours, on aura expliqué aux enfants, je partirai en fait. Donc, je suis là parce que je trouve tout ce qu'il me faut en étant là en fait. Donc, c'est certainement très égoïste, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, voilà. D'accord. Merci pour cette interview, les parents. Et tes questions sont trop dures. Merci pour tes questions, ma chérie. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.